Bonjour à toutes et tous. Donc, on reçoit aujourd'hui Emmanuel Combet, économiste à la direction prospective et recherche de l'ADEME, et Patrick Jolivet, directeur des études socio-économiques de l'ADEME. Patrick, faites un petit signe et Emmanuel aussi. Emmanuel, voilà. Patrick. Pour nous, de toute façon, il y avait les noms, je suis stupide. Voilà, donc ils vont nous parler d'un sujet assez tabou quand on parle des moyens de mettre en œuvre la transition vers le zéro carbone. Le sujet tabou, c'est celui du prix du carbone, qui est un sujet qui incorpore la question de la fiscalité, de la taxe, mais pas simplement, comme ils l'expliqueront. Alors, des questions qu'on peut se poser: pourquoi il faut mettre un prix de plus en plus dissuasif sur le carbone pour arrêter de l'émettre? Comment le faire pour ne pas avoir une nouvelle révolte des gilets jaunes sur les bras? Et pourquoi et comment en parler aujourd'hui, alors qu'avec la flambée des prix de l'énergie, on peut se dire, premièrement, qu'on a un bon signal prix pour faire la transition pour de bon, et deuxièmement, que c'est pas franchement utile d'en rajouter. Pour rappel, à la suite du gel de la trajectoire de hausse de la taxe carbone qui avait été décidée fin 2018, à la suite de la révolte des Gilets jaunes, et qui en pratique coupait le nerf de notre guerre climatique, l'ADEME avait organisé une série de séminaires sur les conditions de relance de la taxe carbone, ce qui a donné lieu à un rapport dont Emmanuel Combet et Patrick Jolivet sont les coordinateurs. Alors, ce rapport, il aurait dû paraître avant la présidentielle et contribuer au débat politique, ce qui n'a pas été le cas. Comme ce rapport disait des choses pas très politiquement correctes et assez inaudibles, parce qu'il est sorti juste au moment où la guerre en Ukraine éclatait. Sa parution a été bloquée, et le rapport est sorti un peu en loose day l'été dernier, à un moment où parler du prix carbone était encore parfaitement inaudible, et personne n'a parlé de ce rapport, et moi le premier. Depuis, on voit que le sujet revient sur la table. On entend Bercy lancer des messages pour dire que le bouclier tarifaire coûte un bras et ne peut pas être éternel, hein. Pour rappel, 45 milliards prévus en 2023 en dépenses publiques. On entend aussi des experts dire que subventionner la consommation d'énergie, c'est orthogonal à la transition énergétique. C'était par exemple hier Valérie Masson-Delmotte, du HCC et du GIEC, qui s'exprimait aux Journées de l'économie autrement hier. On a entendu Pascal Canfin plaider pour un retour d'un impôt carbone progressif. Je ne sais pas très bien de quoi il parle, mais enfin le terme a été employé. Et avec la nouvelle loi climat qu'on doit voter en 2023 et qui doit relever l'ambition à 2030, se pose plus que jamais la question des moyens qu'on se donne pour y arriver. Du coup, c'est peut-être le bon moment d'inviter Patrick Jolivet et Emmanuel Combet pour qu'ils nous parlent de leur rapport, et qu'ils répondent à ces trois questions que je posais à l'instant. Pourquoi faut-il émettre un prix de plus en plus dissuasif sur le carbone pour arrêter de l'émettre, et pourquoi est-ce que c'est urgent de le faire? Comment le faire pour ne pas enfoncer les pauvres, creuser les inégalités et avoir une nouvelle révolte des gilets jaunes sur les bras? Et pourquoi et comment en parler aujourd'hui? La question du comment en parler me paraît aussi importante, alors qu'avec le niveau des prix de l'énergie, ce sujet semble quand même un peu hors de propos. Voilà, donc j'ai plutôt demandé à Emmanuel de répondre sur la partie du comment, et à Patrick Jolivet de nous parler du pourquoi. Et voilà, donc ils vont parler tour à tour, et après on leur pose toutes nos questions. Vous pouvez n'hésitez pas à interrompre dans le fil de leur exposé s'il y a des points qui sont pas très clairs pour vous, et s'il y a besoin d'expliciter un terme ou quoi. En levant le doigt, en levant le doigt, ou alors en mettant une question dans l'onglet questions-réponses ou dans le fil de discussion, et je répercuterai. Voilà, Patrick Jolivet, déjà sur la justification de ce travail. Merci. Merci Antoine, et merci à l'Association des journalistes de l'environnement de nous avoir invités et nous proposer de présenter ce travail. Alors effectivement, quelques mots de contexte sur pourquoi nous avons lancé ce travail, et nous portons à nouveau aujourd'hui ce type de message dans un contexte qui a été rappelé par Antoine, contexte un peu compliqué.
à l'heure actuelle. Alors deux mots du contexte actuel et puis ensuite du contexte de 2020, moment où on a lancé ce travail. On va voir que les messages se rejoignent. Bon, sur le contexte actuel, je vais être très rapide parce que Antoine a été assez précis sur la situation dans laquelle nous sommes et que vous connaissez tous. Un contexte international de prix d'énergie élevés suite d'abord à la reprise post-Covid et ensuite à la guerre en Ukraine. Un contexte national qui, du coup, pour protéger l'économie de ces prix de l'énergie élevée, c'est le contexte du bouclier tarifaire, gaz, électricité, de la ristourne sur l'essence, qui limite l'augmentation du prix des énergies en 2022 et en 2023. Alors, ça a un effet évidemment positif, ça a été souligné par les économistes, par l'INSEE, sur l'inflation et sur l'activité économique. Mais ce bouclier tarifaire et cette ristourne d'essence, elle pose un double problème. Un problème d'équité, d'une part, un problème d'incohérence, d'autre part, avec nos objectifs. Il y a un problème d'équité des mesures générales qui concernent tous les ménages, quels que soient leurs revenus, quel que soit leur lieu d'habitation, leur possibilité d'accès ou non au transport en commun, etc. Donc, on a la même mesure pour tous, et il y a un problème d'incohérence avec nos objectifs climatiques. Le bouclier tarifaire, gaz, électricité ou la ristourne d'essence, ça n'est ni plus ni moins qu'une subvention à la consommation d'énergie fossile. Alors, qui peut être justifiée à court terme, hein, mais qui est vraiment problématique dans une logique de moyen long terme d'atteinte de nos objectifs climatiques. Se double à cela, à ce contexte international et national, un contexte institutionnel cette année, qui est celui de la préparation de la nouvelle stratégie française énergie-climat, avec au cours de l'année 2023, la première loi de programmation énergie-climat qui devra être adoptée par le Parlement, et puis la révision des 3 documents de programmation pluriannuelle de l'énergie, stratégie nationale bas carbone et le plan national d'adaptation au changement climatique. Donc, pourquoi est-ce que l'ADEME relance le sujet aujourd'hui? Pour répondre à une des questions d'Antoine, parce qu'il nous semble il est nécessaire d'anticiper dès à présent la période post-crise. Est-ce que dans la période post-crise, qui arrivera tôt ou tard, il faut revenir à des énergies fossiles relativement bas, à des prix des énergies fossiles relativement bas, ou au contraire, est-ce qu'il faut accélérer la transition vers les énergies décarbonées, rendre accessibles les solutions bas carbone en priorité aux ménages et aux entreprises les plus vulnérables, notamment en utilisant les recettes issues d'une fiscalité carbone potentielle. Voilà pour le contexte actuel. Après, on peut aussi se replacer 2 ans en arrière. Pourquoi est-ce qu'en 2020, nous avons voulu relancer le sujet? Alors non, pas seulement de la taxe carbone, de la valeur du carbone qui comprend ce que les économistes appellent la valeur explicite, donc le prix d'une taxe ou le prix d'un quota, mais aussi la valeur implicite, tout ce qui relève des réglementations, des normes, des interdictions, ça donne aussi une valeur au carbone. Donc, c'est l'ensemble des mesures qui visent à contraindre nos émissions de gaz à effet de serre. Dans la mesure où une réglementation renforce un coût de production d'un bien. Exactement. On peut associer le coût associé à la réglementation avec des émissions évitées. Et donc, on est sur un prix implicite. Tout à fait. Donc, la valeur du carbone, c'est plus large que la simple question de la taxe carbone, même si la taxe est un des éléments clés du débat. Donc, je disais, le contexte de 2020, pourquoi est-ce qu'on a relancé ce sujet il y a 2 ans? D'une part, parce que le constat qu'on faisait il y a 2 ans, c'était que 2 ans après la suspension qui avait été annoncée comme provisoire de la taxe carbone, de sa trajectoire croissante, le sujet restait bloqué, tabou dans la conception des politiques publiques. Le mouvement des Gilets jaunes, à la suite duquel ont été organisés d'abord le grand débat national, puis la Convention citoyenne pour le climat, n'ont pas permis, ces 2 moments de débat, notamment autour des sujets de la transition, grand débat et Convention citoyenne, n'ont pas permis de faire émerger des propositions concrètes de conditions de reprise de la taxe carbone, alors que c'était un des objectifs notamment de la Convention citoyenne. Ou alors, si on peut se passer de la taxe carbone, de proposer des alternatives d'envergure. Si vous prenez le rapport de la Convention citoyenne pour le climat, les 149 mesures qui avaient été adoptées par les citoyens, et qui avaient été cotées quant à leur impact potentiel sur le climat, il y avait, si vous prenez le rapport de la Convention citoyenne, il y avait une évaluation, alors qui était une première évaluation, un peu grossière, mais qui était une évaluation néanmoins de l'impact de chacune des 149 mesures sur le climat. Enfin, l'impact potentiel sur la baisse des émissions. Il y avait moins du tiers des 149 mesures qui étaient
selon la Convention citoyenne elle-même, supposés avoir un impact significatif, très significatif en matière de baisse des émissions. Donc, le constat que l'on faisait il y a 2 ans, qui est toujours valable aujourd'hui, c'est que la politique publique restait orpheline de mesures alternatives d'envergure venant compenser le gel de la tarification croissante du carbone. Et puis on a fait un autre constat, un autre élément de contexte. J'ai parlé de la crise des Gilets jaunes, du grand débat national. Je vais y revenir, je vais développer quelques instants. Mais pour nous, ce qu'ont traduit, ce qu'ont exprimé les Français dans cette période de l'hiver 2018-2019, ce n'est pas tant un ras-le-bol fiscal, ni un refus des politiques volontaristes de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, qu'une double revendication. Une revendication de transparence, d'information sur l'utilisation de l'impôt, d'une part, et d'équité et de justice fiscale, d'autre part. Et je vais y revenir dans quelques instants. Mais donc, pour poser ces éléments de constat, le constat que nous faisons aujourd'hui comme en 2020, et qui est un constat qui n'est pas que celui de l'ADEME, qui, je pense, est relativement consensuel, c'est qu'à l'heure actuelle, les politiques déployées pour lutter contre nos émissions de gaz à effet de serre sont insuffisantes au regard de nos objectifs climatiques. Et d'autant plus avec le nouvel objectif européen Fit for 55, la France aujourd'hui n'est pas sur la bonne trajectoire pour atteindre ses objectifs, ni à 2030, ni à 2050. D'où ce travail qui visait à étudier les conditions sociales, économiques, juridiques, politiques d'une reprise d'une valeur croissante du carbone. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est dépasser 2 motifs de blocage assez forts, nous semble-t-il, de blocage du débat de ces dernières années. Le premier motif, le premier argument invoqué, c'est l'argument du ras-le-bol fiscal. Il serait impossible de toucher à l'impôt, l'impôt qui est pourtant une des traductions concrètes du contrat social passé entre les citoyens. Et deuxième motif, deuxième argument, l'argument de l'écologie punitive. Les Français ne seraient pas d'accord avec l'adoption de mesures fortes et contraignantes. Et donc, on a voulu étudier un peu plus en détail ces 2 arguments qui nous semblaient assez réducteurs l'un comme l'autre. Alors, quelques éléments rapides pour venir étayer mon propos sur ce que nous analysons de l'opinion des Français. Emmanuel, si tu veux bien passer à la slide suivante. Voilà. Alors, quelques questions qui sont issues du baromètre de l'ADEME, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle les représentations sociales du changement climatique, qui est un baromètre que l'on publie tous les ans. On est à la 23e édition cette année en 2022. La dernière édition vient de sortir il y a quelques semaines, juste avant la COP. Pour étayer mon propos sur ces 2 arguments qui nous semblent pour le moins réducteurs, du ras-le-bol fiscal et de l'écologie punitive. Quand on demande aux Français quelle devrait être la priorité pour la politique économique, est-ce qu'il faudrait réorienter en profondeur notre économie en soutenant exclusivement, le terme est fort, en soutenant exclusivement les activités qui préservent l'environnement, la santé, et la cohésion sociale, ou à l'inverse, est-ce qu'il faut relancer l'économie par tous les moyens afin de renouer au plus vite avec l'activité? Vous voyez, c'est une question que nous posons depuis 2020, précisément depuis la crise Covid. Et on voit qu'aujourd'hui, on est en gros à 2 tiers, 1 tiers. Et donc les 2 tiers des Français nous répondent qu'il faudrait réorienter en profondeur l'économie, en soutenant exclusivement les activités qui préservent l'environnement, la santé et la cohésion sociale, là où on a 35% des Français qui proposent d'autres alternatives. Et vous voyez que la proportion est croissante depuis 3 ans dans le temps. Donc, contrairement à l'idée qu'on pourrait avoir avec la crise Covid qui s'éloigne, en fait, on a un retour à la normale. On voit bien que cette demande d'une réorientation en profondeur de l'économie ne diminue pas. Au contraire, depuis 3 ans, elle est plutôt croissante. Slide suivante, Emmanuel, s'il te plaît. Alors ensuite, là, je crains que ce soit pas forcément très lisible. Alors, il faut que vous commentiez. Ouais, je vais commenter. Mais, Antoine, en fait, on propose aux Français une autre question, consiste à leur proposer une quinzaine de mesures de politique publique qui selon eux, il faudrait adopter pour contribuer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous avez toutes les mesures qui sont proposées sur la slide, c'est assez peu lisible. Vous pouvez retrouver les résultats d'enquête évidemment en ligne, mais donc vous avez, il faudrait développer les énergies renouvelables, il faut, la deuxième, c'est interdire la publicité, il faut abaisser la vitesse de circulation sur autoroute, il faut limiter l'habitat pavillonnaire, il faut obliger la restauration à prendre en compte à proposer une offre bio, la restauration collective. Voilà, on a une douzaine de mesures qu'on propose et on voit, donc les résultats, alors on voit peut-être pas très bien, veuillez nous en excuser, mais que un certain nombre de mesures qui sont
des mesures d'interdiction, des mesures de taxation, donc qui sont des mesures qu'on peut considérer comme contraignantes, que certains pourraient considérer comme relevant de l'écologie punitive, qui est encore une fois un terme que nous récusons à l'ADEME. Ces mesures sont souhaitées par une majorité de Français. Interdire la publicité pour des produits ayant un fort impact sur l'environnement, c'est la première ligne surlignée en rouge. 83% des Français trouvent cette mesure souhaitable. Obliger les propriétaires à rénover et à isoler leur logement lors d'une vente ou d'une location, 74% des Français jugent la mesure souhaitable. Taxer davantage le transport aérien pour favoriser le transport par train, 67% des Français. Taxer davantage les véhicules les plus émetteurs de gaz à effet de serre, 65% des Français jugent la mesure souhaitable. Et même augmenter la taxe carbone, 51% des Français nous disent oui, c'est une mesure souhaitable. Alors, on peut discuter, et s'il y a des questions sur le sujet, on pourra discuter de ces taux, parce que on sait évidemment qu'ils peuvent poser de problèmes et que d'autres enquêtes ne vont pas forcément dans le même sens. Donc, voilà. Simplement, le message, c'est que il n'y a pas forcément une opposition de principe des Français pour des mesures fortes, pour des mesures volontaristes, voire pour des mesures contraignantes. Sur la taxe carbone, je veux bien que tu ailles. Ouais, merci Emmanuel. Sur la taxe carbone, même, je vous disais à l'instant, spontanément, 51% des Français la jugent souhaitable ou très souhaitable. Quand on a sorti la proposition de certaines conditions, quand on demande aux Français cette fois-ci, seriez-vous favorable à l'augmentation de la taxe carbone, à condition que cela ne pénalise pas le pouvoir d'achat des plus modestes et que les recettes servent à financer des mesures de transition écologique sur les territoires, là c'est 72% des Français qui nous répondent qu'ils seraient favorables à une telle mesure. Excusez-moi, qu'est-ce que c'était les chiffres en 2020, ou si vous aviez la même question? Oui, je peux retrouver ça. Je retrouverai ça dans la discussion. On est sur les mêmes ordres de grandeur, hein, c'est-à-dire que on est autour de 70-75% des Français sous certaines conditions qui se montrent très favorables. Encore une fois, sous ces conditions, hein, à une augmentation du prix du carbone. Je la retrouverai parce que là aussi, c'est une question qu'on pose depuis 3 ans. Ce qui est intéressant, c'est que cette question, elle est également posée par le CREDOC dans son baromètre Conditions de vie, aspirations des Français. On leur demande de poser une question qui est très similaire, et on a des taux de réponse des Français qui sont inférieurs aux nôtres, mais qui néanmoins sont majoritaires. C'est-à-dire qu'on a la même logique. Dans l'enquête du CREDOC, on a des Français qui sont spontanément défavorables à la taxe carbone, contrairement à nous. Par contre, quand on a sorti la question des mêmes conditions, à condition que ça finance un certain nombre de politiques publiques, là, l'opinion bascule et elle devient favorable. Et vous avez le même type de résultat, si vous avez eu connaissance de ce travail, dans une note du Conseil d'analyse économique qui est apparue au mois de juillet, qui s'appelle, je crois, Les Français et les politiques climatiques, où là aussi, les auteurs, et à partir d'une enquête réalisée dans plusieurs pays de l'OCDE, les auteurs montrent que, sous certaines conditions de réalisation, là aussi, les Français deviennent majoritairement favorables à l'instauration de la taxe carbone. Et enfin, deux dernières slides, merci Emmanuel, pour dépasser un peu le sujet de simplement la taxe carbone, que nous disent les Français sur ce qu'il faudrait faire pour lutter contre le changement climatique. Quand on leur demande, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour lutter contre le changement climatique, la première réponse très majoritaire, c'est il faudra changer de façon importante nos modes de vie. 63% des Français, et ça aussi année après année, les Français aujourd'hui sont conscients qu'il faudra changer de façon importante leur mode de vie. Bien avant la réponse sur c'est aux États de trouver un accord, c'est aux États de rechercher un accord au niveau mondial, 16%, ou la solution, le solutionnisme technologique, la solution technique, le progrès technique permettra de trouver la solution pour limiter le changement climatique, 11%. Et là aussi, ces ordres de grandeur, il y a toujours des petites différences année après année, mais les ordres de grandeur restent les mêmes. Donc, une conscience, là aussi, pour répondre aux deux arguments que nous contestons, de l'écologie punitive et du ras-le-bol fiscal, il faudra modifier de façon importante nos conditions de vie. Et enfin, dernière slide, quand on leur demande, bon alors, si des changements importants s'avèrent nécessaires dans vos conditions de vie, pour lutter contre le changement climatique, à quelles conditions vous accepteriez ces changements? Là aussi, année après année, la première réponse qui ressort, c'est il faudrait que ces changements soient partagés de façon juste entre tous les membres de la société. Vous voyez, 67% comme première ou comme seconde réponse choisissent cette proposition.
il faut que les changements soient partagés de façon juste. La deuxième réponse étant, il faut que les changements soient décidés collectivement. Je veux avoir mon mot à dire. Donc un souhait de délibération collective des Français sur ces questions-là. Voilà sur les éléments de contexte. Donc, ce détour par les enquêtes d'opinion, en fait, on en tire deux enseignements. Premier enseignement, les Français sont prêts à voir évoluer de façon importante leur mode de vie et à adopter des mesures ambitieuses. Il n'y a pas d'écologie punitive. Au contraire, des mesures volontaristes, des mesures ambitieuses, des mesures qui parfois sont contraignantes, peuvent être souhaitées parce qu'elles sont considérées comme cohérentes avec l'importance de l'enjeu. Et donc, la cohérence entre l'importance de l'enjeu, la lutte contre le changement climatique, et les mesures qui, du coup, doivent être fortes, est tout à fait comprise aujourd'hui par les Français. D'où ce travail, voilà, ce travail et ce rapport que nous avons sorti cet été, hein, dans lequel nous proposons 4 principes et 10 propositions pour remettre sur la table la question de la valeur du carbone. Alors, on peut lire ce travail de plusieurs manières et je vais laisser Emmanuel détailler. Mais ce que nous disons dans ce rapport, c'est que bien sûr, pour redonner une valeur au carbone, pour prendre des mesures de politique publique ambitieuses pour restreindre nos émissions de gaz à effet de serre, ça couvre au moins deux dimensions. Il y a une réflexion à avoir sur les outils, les instruments de politique publique. Il y a un aspect technique. Hein. Comment est-ce qu'on assure l'équité de la réforme? Comment est-ce qu'on garantit l'efficacité de la réforme? Bien sûr que la transition va soulever des débats de politique publique, sur des débats techniques sur quelles mesures faut-il prendre, quels outils faut-il privilégier. Mais le message que nous voulons porter, c'est que il faut assumer la dimension pleinement politique de la transition écologique. Selon nous, la transition est à la base d'un nouveau contrat social. Et si nous avons un discours, si l'État, si la politique publique concentre son discours sur simplement des mesures techniques, on peut être à peu près sûr qu'elle échouera. Il faut assumer la dimension proprement politique de la transition, qui est à la base potentielle d'un nouveau contrat social, et donc des discussions, des compromis à trouver, des arbitrages à réaliser. Et donc il faut, et c'est les deux autres principes, il faut à la fois restaurer la confiance vis-à-vis des Français, et la confiance vis-à-vis de la politique environnementale, et il faut également ouvrir la gouvernance, c'est-à-dire que le sujet n'est pas un sujet de débat d'experts, c'est un sujet de délibération collective. Manuel, je te laisse préciser. Merci, bonjour à tous, merci Patrick. Pour ma part, je vais vous décrire un petit peu ce qu'on a fait dans ce rapport. Donc, comme l'a dit Patrick, ce qu'on questionnait et ce qu'on voulait voir, c'était les conditions de réalisation de cette action ambitieuse pour sortir nos dépendances aux énergies fossiles. Hein. C'est bien de cela dont on parle lorsqu'on dit que, quelque part, la valeur du carbone augmente. Ça veut dire qu'en fait, toutes les initiatives qui sont prises pour s'en passer deviennent désirables, rentables dans notre économie, etc. Donc, c'est bien cela dont on parle, mais en même temps, on sait qu'il y a des conflits, on sait qu'il y a des tensions qui existent avec les autres objectifs d'économique, soit économique sur les coûts de production des entreprises, soit social, le fait que lorsqu'on renchérit ces énergies dont on dépend, eh bien sûr, il faut arriver à garantir que la situation des plus vulnérables, leur accès à l'énergie de base est assuré. Et puis, on a aussi vu que des fois, le manque d'acceptabilité provient de finalement le processus pour construire ou pas une adhésion qui a pu manquer. Et on voit concrètement qu'on rencontre finalement une suite de conflits d'urgence où on passe d'une urgence climatique, on renforce les politiques publiques pour sortir de cette dépendance, à une urgence sociale où là, on va relâcher et mettre éventuellement des subventions ou permettre à ce qu'on puisse réutiliser des énergies fossiles. Donc, ce qu'on voulait faire dans ce rapport, c'était déjà faire un état des lieux, de l'état des connaissances. Donc, ce rapport se base sur une revue de littérature qui traite de toutes ces dimensions.
pour montrer leur interaction, mais aussi où se trouvent ces tensions, les expliciter, et puis également les pistes de synergie ou de compromis qui peuvent être favorisées et donner lieu ensuite à une discussion politique sur la bonne politique de conciliation, en fait. Cette politique de conciliation qui assure le fait que l'on va sortir des énergies fossiles de manière résolue et en même temps, en le faisant, en prenant soin des différences de capacité dans cette transition, que ce soit la situation des plus vulnérables, mais aussi les effets plus généraux dans l'économie. On le voit aujourd'hui avec l'inflation que crée cette augmentation des prix des énergies fossiles importées. Alors, ce qui est important de rappeler, c'est que finalement, il n'y a pas une opposition de principe entre le niveau des prix des énergies fossiles et les enjeux sociaux. Alors, on entend très souvent que, à court terme, on est dépendant de ces énergies fossiles et donc tout choc sur les prix des énergies fossiles se paye de par notre dépendance et a des impacts sociaux et économiques défavorables. Ce qui est vrai puisqu'on en est dépendant. Mais la question, c'est comment se construisent ces dépendances et quelle politique peut permettre d'en sortir et pas uniquement de nous maintenir dans une dépendance sous l'argument que c'est équitable ou juste de réduire à court terme le coût de ces énergies fossiles. Donc, il y a vraiment une question de réconciliation de ces enjeux de court terme, où on préserve les plus vulnérables, et de long terme, où on arrive à vraiment inciter à sortir de cette dépendance. Et sur ce graphique, on voit que depuis les années 60, en fait, contrairement aux fluctuations depuis les années 2000 du prix des énergies fossiles, finalement, ces prix sont restés relativement bas. Et puis, dans le même temps, vous avez eu des gains d'efficacité énergétique, des véhicules, etc. Et donc, pour parcourir 100 km en voiture, si vous voulez, aujourd'hui, on paye bien sûr bien moins cher qu'à l'époque. Et dans le même temps, on a eu une hausse de nos revenus, globalement. C'est la courbe en rouge. Et puis, si vous regardez un petit peu les alternatives par rapport à la localisation, vous avez les prix des logements anciens qui, eux, par contre, c'est la question de l'immobilier dans les centres-villes. Vous le savez très bien, les prix ont explosé. Là, on l'observe avec une augmentation de plus de 5 du prix des logements anciens, donc dans les centres-villes. Donc, forcément, pour des ménages qui sont contraints, on va avoir tendance sur le long terme à se localiser hors des centres, dans la périphérie, etc., et utiliser nos véhicules pour aller travailler, etc., parce que finalement, c'est moins cher et c'est ça l'incitation que créent ces prix. Donc là, ce qui est important, c'est d'arriver à casser cette tendance-là pour pouvoir favoriser une sortie de cette dépendance. Alors, cette valeur du carbone, dans quelle mesure elle doit progresser pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone en 2050? Donc, il y a eu un rapport Quinet, de la commission Quinet, qui est sorti en 2019, qui nous donne un peu l'ordre de grandeur de la croissance de cette valeur du carbone, donc c'est-à-dire finalement du coût des mesures pour s'en passer du carbone qui doit être mise en œuvre. Et les modèles estiment que, en gros, en 2030, cette valeur du carbone devait atteindre 250 € par tonne de CO2. Et il y a même des modèles qui ensuite montrent que cette valeur doit continuer de croître par la suite. Le but de cela, c'est en fait qu'on n'hésite plus à investir dans les alternatives aux énergies fossiles et que les moyens dans le système économique soient mis en œuvre pour sortir de cette dépendance. Donc, on voit bien que, par rapport à la tendance de stabilité qu'on a vue précédemment, on doit arriver à augmenter cette valeur. Et cette valeur, comme on l'a dit, ce n'est pas juste une question d'instrument, que la taxe carbone qui donne un prix explicite puisse être remplacée par des mesures qui sont gratuites, plus sympathiques, si vous voulez. C'est vrai qu'on ne voit pas derrière les normes, les réglementations, le coût réel de ces mesures, mais bien sûr, si vous mettez des normes, des réglementations, on va devoir se mettre en conformité, et ça, pour les ménages, comme pour les entreprises, ça va avoir un coût, c'est-à-dire qu'il va falloir investir dans cette mise en conformité pour se passer des énergies fossiles. Mais concrètement, à des normes, avec un prix, finalement, on a une valeur qui est récupérée, c'est les recettes de ce prix, et on peut utiliser plus facilement l'usage de cette valeur pour compenser les plus vulnérables ou ajuster nos finances publiques en finançant des biens collectifs.
Et donc, ça, c'est l'argument général qui est connu du côté des économistes sur l'intérêt d'un prix du carbone, c'est-à-dire que la valeur du carbone n'est pas récupérée, par exemple, par les entreprises qui auront un coût de mise en conformité plus bas et elles qui s'aligneraient sur des prix plus hauts de ceux qui ont des coûts plus importants et capteraient en fait une rente et créeraient des profits comme cela qui ne seraient pas disponibles de manière collective pour compenser les plus vulnérables et les effets économiques indésirables. Donc, bien sûr, on n'est pas tous dans la même situation. Et donc, ça, on l'a vu à travers, voilà, j'ai pris quelques images de la part des médias avec, d'une part, les différences entre riches et pauvres qui sont qui ont été très publiées ces derniers temps. Et puis, il ne faut pas oublier aussi des activités qui sont très dépendantes avec les transports routiers, la pêche, l'agriculture, qui ont une dépendance forte à court terme. Et donc, tout l'enjeu ici, c'est de savoir comment on peut faire croître cette valeur du carbone tout en préservant ces publics qui sont vulnérables, en disant clairement qu'ils ont des dépendances à court terme et pas forcément d'alternatives. Et donc, derrière, c'est comment on cible un peu plus ces mesures-là plutôt que diminuer la valeur du carbone pour tout le monde. Et même ceux qui peuvent y faire face et qui pourraient investir dans la transition écologique. Donc, on parle beaucoup de cette différenciation. C'est important lorsqu'on voit que on paye 45 milliards pour le bouclier tarifaire, que ça va coûter cher pour la collectivité et on va devoir le payer soit en termes d'impôts, soit en baisse des dépenses publiques ou de protection sociale dans le futur. Donc, c'est important de pouvoir rééquilibrer cela et la question de l'évolution des finances publiques est vraiment cruciale de ce point de vue-là. On voit aussi qu'au-delà des dimensions entre riches et pauvres, on a des hétérogénéités qui sont très importantes. Alors, sans rentrer dans le détail de ce graphique, ce qui montre simplement, c'est que par décile de niveau de vie, c'est-à-dire les 10% les plus pauvres à gauche et les 10% les plus riches à droite, vous avez des consommateurs d'énergie fossile très variés, avec des gros consommateurs, la ligne en vert, et des plus petits consommateurs, la ligne en jaune. Et donc, on voit qu'ici, cette différence au-delà de l'axe riche-pauvre sont très importantes et montrent aussi que la difficulté du ciblage pour garantir des besoins de base en énergie fossile et que, par exemple, les chèques énergie qui sont différenciés uniquement en fonction du niveau de revenu peuvent atteindre leurs limites également. C'est quoi les principaux déterminants des écarts au sein d'un même décile entre les plus riches ou les plus pauvres au sein les écarts, c'est quoi? C'est rural-urbain? Alors, rural-urbain est important, mais en fait, ce qui est difficile, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs. Il y a des facteurs techniques, par exemple, si vous voulez, pour le chauffage. Le système de chauffage, si vous êtes chauffé au fioul, au gaz, à l'électricité, etc., c'est très peu corrélé au niveau de revenus. Alors, le gaz est corrélé à la localisation, parce que dans les centres-villes ou la périphérie, vous avez des réseaux de gaz, beaucoup moins en ruralité. Mais si vous voulez, il y a des dimensions techniques comme ça qui sont importantes et c'est aussi la disponibilité des transports en commun, etc. Donc, si vous voulez, c'est une diversité de facteurs qui est difficile d'appréhender. Et pour pouvoir l'appréhender, on aura besoin d'aller au plus proche de ces vulnérabilités, de ceux qui manquent d'alternatives et de regarder, par exemple, par le biais des collectivités territoriales ou des partenaires sociaux, par exemple, si vous avez besoin d'utiliser votre véhicule parce que vous avez des horaires atypiques, cela peut être pris en compte dans les plans de déplacement des entreprises, etc. Donc, il y a vraiment un enjeu à regarder un peu plus dans cette complexité, mais c'est aussi ce qui rend difficile la façon de cibler ces aides. Et donc, cela doit faire l'objet d'une discussion collective, comme je le disais, avec les collectivités, les partenaires sociaux, mais orchestrée de manière plus décentralisée pour pouvoir améliorer l'usage des fonds publics et faire en sorte ensuite que la croissance de la valeur du carbone, au-delà de ses besoins de base en énergie, puisse être assurée sans être bloquée socialement. Donc, c'est une question là-dessus où on identifie les facteurs, il y en a, mais ils sont très divers. Et en fait, il faut rentrer dans le détail, d'aller voir au niveau local quelles sont ces dépendances. Et ensuite, c'est des garanties à assurer. C'est par la puissance publique de dire, par exemple, qu'on va assurer
un niveau de mobilité, quelques kilomètres dans telle localité, parce que en attendant, il n'y a pas d'alternative à l'usage des véhicules. Donc, on est obligé de rentrer un petit peu dans ces considérations-là. Ce qui est important de voir, c'est que au-delà de ces tensions, c'est que collectivement, il y a intérêt à trouver un compromis. Pourquoi? C'est que sur le point de vue économique, avoir une politique qui nous permet de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, c'est aussi alléger le poids de la facture pétrolière que l'on paye tous collectivement pour les exportateurs de pétrole. Et donc ça, c'est de l'argent qui sort du pays, si vous voulez. Il est plus disponible pour financer la protection sociale, pour consommer, pour investir dans la transition écologique. Donc ça, c'est une perte sèche pour nous. Et ça, on la paye très cher. En ce moment, cette année, là, ça va plus que doubler. On parle d'atteindre 100 milliards cette année de factures pétrolières. C'est considérable. Et donc, c'est important d'anticiper cela. Et l'avantage d'une fiscalité écologique, c'est bien sûr que l'argent reste dans le pays et peut être utilisé pour compenser les plus vulnérables et les coûts de production. Mais bien sûr, cela demande d'être négocié collectivement et pas mis en œuvre comme on l'a connu en 2014, c'est-à-dire sans le lier plus généralement à l'évolution des finances publiques et à une politique plus générale. Il est également possible de faire une redistribution favorable parce que finalement, ces énergies fossiles, en moyenne, elles progressent tout de même en fonction du revenu. Et elles sont payées pas uniquement par les salaires, mais aussi par les rentes financières, les rentes immobilières, etc. Et donc, cette redistribution-là, il y a des possibilités de redistribution. On peut en discuter des modalités, mais cet argent est disponible. C'est-à-dire que vous augmentez le prix du carbone, si vous avez des recettes, vous pouvez compenser. Donc, il faut cibler ces aides et associer à un financement des alternatives à la transition. Ça peut faire un cercle vertueux et il faut aussi penser cette compensation du côté des entreprises pour atténuer le surcoût des énergies fossiles qui est transitoire, parce que sinon, vous allez connaître une inflation comme celle qu'on connaît aujourd'hui. Mais encore une fois, comme une fiscalité énergétique est mise en œuvre dans le pays, on a l'argent pour pouvoir compenser cela. Et donc, on peut substituer cette fiscalité énergétique à d'autres prélèvements obligatoires. Et il faut bien sûr discuter desquels. Et enfin, le fait de mettre un prix relatif, donc c'était le premier graphique que je vous ai montré, l'énergie est peu chère par rapport à le logement ancien dans les centres-villes. De la même façon, si l'énergie est plus chère que le travail pour les entreprises, eh bien, vous allez aussi créer un cercle vertueux pour toutes les activités qui se lancent résolument dans la transition écologique. C'est-à-dire, vous créez cette fois-ci un climat économique qui est favorable à ces activités. Et ces activités, notamment la rénovation du bâtiment, la construction d'infrastructures sur le territoire, c'est beaucoup d'emplois locaux. Et donc, de cette manière-là, on crée aussi potentiellement une réorientation de notre économie vers des productions qui sont en partie locales. Et donc, ce cercle vertueux montre l'importance de construire des compromis pour pouvoir le réaliser, plutôt que de bloquer le prix des énergies fossiles qui nous maintient dans une dépendance à ces énergies importées, qui nous coûtent cher en termes de factures pétrolières, de qualité de l'air et l'atteinte de nos objectifs climatiques. Et en même temps, on le voit ici, qui ne favorise pas ce type de mécanisme économique qui est favorable pour l'ensemble de la collectivité. Mais bien sûr, il faut compenser et cibler les secteurs d'activité qui sont vulnérables, créer des contrats publics-privés pour créer cette transition et trouver les mesures d'accompagnement équilibrées pour pouvoir réaliser ce cercle vertueux. Et donc, c'est un peu ces éléments-là qui nous amènent aux différentes propositions qu'on met sur la table. La première, c'est, on l'a vu, de lier cette question de la hausse de la valeur du carbone plus généralement aux politiques publiques qui sont mises en œuvre. Donc, de ce point de vue-là, il faut une discussion un peu plus générale sur l'évolution des finances publiques. On le voit aussi parce que le prix du carbone, le but, c'est de créer un signal, comme on vous l'a montré, c'est-à-dire que finalement, ça coûtera moins cher de se lancer dans les alternatives aux énergies fossiles que de se maintenir dans cette dépendance. Mais par contre, l'argent qu'on retire de cette fiscalité, il faut qu'elle puisse être utilisée pour compenser les effets négatifs sociaux et économiques sur les coûts de production et les plus vulnérables, comme je vous l'ai montré.
Mais bien sûr, ensuite, on n'a pas cet argent pour investir dans la transition. Donc, il faut aussi voir les modalités de financement de cette transition qui permettent d'offrir des alternatives. Donc, tout ça montre les interactions entre ces politiques. Et le problème, c'est qu'on n'a pas d'espace pour discuter et construire des compromis, d'espace un peu global sur ces évolutions des finances publiques en mettant sur le même plan des objectifs sociaux, économiques et écologiques. Et du coup, on retrouve ces conflits plutôt dans la rue ou des propositions de politique incohérentes dont on passe en fait d'une subvention à mettre une taxe sur les énergies fossiles à un autre moment. Et donc, pour les années à venir, c'est vraiment important de rentrer dans une démarche qui permet de discuter cela un peu globalement. Donc, c'était vraiment le but de ce rapport, et j'en finirai là, qui était de faire un état de ce diagnostic sur l'état des connaissances qui est assez solide, de discuter des différentes pistes qui sont évoquées pour réconcilier ces questions, de voir les arguments qui sont favorables pour chacune de ces pistes et qui en montrent aussi les limites, pour pouvoir proposer finalement un état des lieux pour nourrir ces discussions collectives. Mais ce qui est important aussi, c'est que il ne faut pas préjuger de la solution qui va sortir de ce processus pour assurer les conditions d'adhésion nécessaires. Et donc, il faut une volonté politique à la fois pour engager ce processus un peu général, qu'on retrouvera de toute façon ces tensions entre la valeur du carbone, si on va résolument dans la transition écologique, et puis les questions sociales et économiques que j'ai évoquées, quel que soit le type d'instrument en fait, qui est mis en œuvre. Et donc, on propose quelques éléments pour cette gouvernance, mais bien sûr, on pourra en discuter un peu plus si vous le souhaitez. Merci, j'espère que c'était pas trop long, alors n'hésitez pas à réagir. Non, merci Emmanuel, merci Patrick, c'était vraiment super. Écoutez, voilà, je vois des questions là qui s'affichent. N'hésitez pas, si vous voulez, les poser directement en ouvrant vos micros, hein, c'est tout à fait possible. Ce sera même plus sympa. J'en ai une alors, Julien Le Provost. Si vous voulez, je peux la poser, hein. Oui, allez-y. Oui, donc bonjour à tous, Julien Le Provost, Good Planet Mag. Merci pour l'exposé. En fait, moi, il y a quelque chose qui me frappe. On parle de cohérence, de gouvernance et d'acceptabilité. En même temps, depuis des années, des décennies, on a un discours qui est réduction de la pression fiscale et de la réglementation de l'administration. Et dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on fait accepter justement l'idée d'une valeur sur le carbone et a fortiori si elle vient que ce soit d'un marché ou de l'État par une taxe. Et après, comment éviter justement si on met une valeur sur le carbone, comment éviter le risque de développement de populisme qui s'opposerait, ou de démagogie, ou ce que vous voulez, qui s'opposerait à la mise en place de cette valeur que beaucoup jugent nécessaire au nom de l'impact. Je commence, Patrick, et puis... Vous voulez répondre merci pour votre question, qui est évidemment très importante, et il y a plusieurs manières d'y répondre. D'une part, nous, dans les modélisations qu'on fait sur l'impact d'une fiscalité carbone accrue, cette fiscalité carbone accrue ne se traduirait pas par une hausse des prélèvements obligatoires. Ce que nous proposons, c'est qu'il y ait en compensation réduction d'autres impôts pour qu'il y ait non-augmentation des prélèvements obligatoires. Donc ça n'augmenterait pas la pression fiscale globale. Ça c'est un premier élément. Alors, dans les études économiques qu'on a pu faire sur les impacts macroéconomiques d'une taxe carbone. Après, c'est ce qu'on exposait avec Emmanuel. Ce sera aussi l'objet du débat, de savoir si on augmente la pression sur la fiscalité carbone, quels sont les autres impôts, quelles sont les pistes de compromis dans le contrat social fiscal général pour réduire certains impôts sur les coûts de production des entreprises, d'autres impôts sur les ménages, pour pour que ce soit compensé et que cela ne pénalise pas les ménages les plus vulnérables. Donc, on ne propose pas un accroissement général des prélèvements obligatoires. Deux, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mes éléments de cadrage introductif. Selon nous, et pas que selon l'ADEME, il y a un certain nombre d'enquêtes, d'études qui montrent que la fiscalité, évidemment, c'est un sujet sensible, et on ne dit pas le contraire, mais c'est pas forcément un tabou. Et selon nous, il est un peu réducteur de dire qu'on ne peut pas toucher à la fiscalité.
La fiscalité, c'est un des éléments du contrat social depuis la Révolution, depuis la Constitution française et la Révolution de 1789. Et si on refond le contrat social, il peut y avoir une fiscalité qui vienne étayer, qui vienne appuyer cette refonte du contrat social. Voilà. Ça, c'est deux éléments deux éléments de réponse que je peux apporter à votre question. Emmanuel, si tu veux compléter. Oui, je pense que vous avez bien ciblé le problème. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de dire vous subissez les prix d'énergie et vous faites une ristourne à la pompe, comme on l'a vu, hein, qu'on a vu à de nombreuses reprises. Et c'est difficile d'expliquer ce que je vous ai un peu montré, mais qui sont des éléments solides sur le fait que des bas prix des énergies fossiles nous maintiennent dans une dépendance qui nous coûte à de nombreux titres. Le fait que, justement, on est très sensible à toute variation de ces prix, puisqu'on en est dépendant. Deuxièmement, que ça freine toutes les initiatives économiques et d'emploi qui visent à se lancer dans la transition écologique. Que cette facture pétrolière nous coûte, quand tout va bien, 40-45 milliards d'euros par an, que cette année, on paye 100 milliards d'euros par an, plus les 45 et quelques de bouclier tarifaire, et que vous regardez cet ordre de grandeur de fonds, on parle en face de la difficulté de financer notre protection sociale, etc. Donc, c'est important déjà de rappeler cela. C'est vrai qu'il y a une idée reçue qui est que les bas prix des énergies fossiles sont sociaux. C'est une politique sociale de bloquer les prix de l'énergie. Et ça, c'est un premier verrou qui serait important, qui saute. Donc, de ce point de vue-là, hein, c'est vous aussi, les journalistes, il y a un enjeu à diffuser des choses sur les effets induits qu'on connaît, ses conséquences. Il y a ces grands chiffres qui existent. Je pense qu'il faut l'expliquer clairement. Et ensuite, bien sûr, on rentre dans notre logique, qui est que si on renchérit ces prix des énergies fossiles et que, quelque part, ça peut nous bénéficier à tous par le mécanisme que je vous ai montré, se pose la question de comment on le fait. Et donc là, il y aura un surcoût des coûts de production, mais il vaut mieux le faire déjà de notre côté. En substituant d'autres impôts, on peut le faire, c'est connu ça dans l'analyse économique, que voilà, le but, c'est pas de faire des recettes de cet impôt, c'est de pouvoir l'utiliser. Mais c'est vrai que dans le débat, on met rarement en regard ce qu'on paye comme impôt d'un côté et ce que finance l'impôt en général. C'est peut-être un des gros problèmes, le fait qu'on dit moins d'impôts, toujours moins d'impôts. Donc, il y a un réflexe antifiscal là derrière. Mais en même temps, on demande plus de services publics, plus de protection sociale, etc. Et donc, arriver à mettre en regard ces choses-là, il faudra que ça apparaisse. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de vous dire, ce qu'on a essayé de montrer dans ce rapport, c'est qu'il faut élargir un peu le champ de la discussion sur l'évolution des finances publiques. Et c'est ici qu'on voit en fait ces tensions, le fait que ça a un coût, le fait que si on orchestre cette croissance des prix compensée dans un climat d'engagement et de protection, eh bien c'est meilleur collectivement que de bloquer les prix de l'énergie. Donc, réponse un peu difficile, mais je crois vraiment qu'il y a tous les éléments de connaissance derrière et qu'il faut que les arguments en fait qui présentent un prix des énergies fossiles qui est bas soient de plus en plus recontextualisés. Ce sont des faux arguments et il faut le dire. En une phrase, je vois qu'il y a une autre main levée. En complément, il sera effectivement, selon nous, il sera effectivement assez compliqué à la fois de baisser les prélèvements obligatoires, de ne pas augmenter la dette et de financer des besoins sociaux et environnementaux qui sont croissants. Là, il y a un triangle. Il faudra probablement relâcher une de ces trois contraintes. Émilie Coste, vous avez une question. Et je vous lis aussi une question de Virginie Garin. Avez-vous été que je me posais aussi, avez-vous été contacté par des responsables politiques depuis la publication de votre rapport gouvernement parlementaire? Voilà, mais d'abord Émilie Coste. Écoutez, moi j'ai un peu une question similaire sur le timing politique de cette présentation qui était au demeurant intéressante. Antoine de Ravignon, vous avez dit que la sortie du rapport avait été bloquée au moment des élections.
par le pouvoir politique, je suppose, et que finalement la publication a eu lieu au creux de l'été. Et maintenant, vous dites l'ADEME relance le sujet aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que vous avez l'aval du politique cette fois pour relancer le Je me sujet? suis, excusez-moi, Émilie, je me suis mal exprimé. Ça a été publié. Si on en reparle, c'est que c'est effectivement on a tardé nous à le faire de notre côté. Il y avait voilà, la publication était voilà, juste pour établir ça. D'accord, mais enfin, ça a bien été bloqué au moment des Oui, élections, c'est ce que vous avez dit. Donc, il y a eu une volonté politique de ne pas sortir ce Non, rapport. c'est peut-être plus pas, compliqué que ça. Alors, ouais, c'est oui, pas que cela. c'est En fait, pas. C'est pas tout à fait ça. Alors, la première responsabilité, elle est chez nous. Nous, ADEME, c'est-à-dire qu'au départ, effectivement, nous avions, avec l'accord du président et du directeur général de l'ADEME, prévu de publier ce rapport en amont des élections, donc janvier-février de cette année, 2022. Dans la réalisation des séminaires et donc dans la production du rapport, nous, de notre côté, nous avons pris un peu de retard. Et donc, le rapport n'était pas prêt, contrairement à ce que nous espérions au départ, pour janvier-février. Il a été prêt fin avril, début mai. Et donc là, la discussion qu'on a eue avec la présidence de l'ADEME à l'époque, c'était est-ce qu'on le sort maintenant? Et il nous a semblé, et c'est une décision qu'on a aussi pleinement assumée, hein, avec laquelle on était d'accord, que fin avril, début mai, on était en plein débat présidentiel, il y aurait un espace médiatique à peu près nul pour s'intéresser à ce rapport s'il sortait. Sachant que je pense qu'il n'a échappé à personne que les questions environnementales n'ont pas tout à fait été au cœur des enjeux présidentiels, hein, ni législatifs d'ailleurs. Donc, on a fait le choix, et effectivement, on a fait le choix, ça nous a été demandé par le président de l'ADEME, et ça a été pleinement assumé de notre côté, d'attendre la fin de la séquence d'élections générales pour sortir le rapport. Donc, effectivement, ça nous a emmenés en juillet. Mais donc, voilà, je vous le dirais si c'était autrement, ça a été assumé de notre côté de ne pas sortir le rapport qui était prêt. Fin avril, début mai, il nous a semblé qu'il n'y avait aucun espace médiatique à cette époque pour publier ce rapport. D'accord. Parce que comme en ce moment, il y a des réflexions sur la fiscalité, du coup, au sein du gouvernement, je me demandais si par ailleurs, il y avait une volonté politique que ce rapport revienne sur le devant de la scène. Enfin, ça répond aussi à la question l'autre question qui était relayée par Antoine sur est-ce qu'on a été contacté par le gouvernement ou par des parlementaires. On a transmis le rapport notamment au secrétariat général à la planification écologique. Il n'y a pas à notre connaissance aujourd'hui de projet d'une relance de la fiscalité carbone, par exemple, de la taxe carbone. On n'a absolument pas. Il n'a absolument pas été question dans les discussions que nous avons pu avoir avec les uns et avec les autres. Et d'ailleurs, ce que nous, le message aussi que nous portons, c'est que, c'est ce que je disais un petit peu en introduction tout à l'heure, l'ADEME ne dit pas il faut relancer la taxe carbone en 2023. Ce que nous disons, c'est que les mesures visant à renchérir la valeur du carbone, et donc notamment la taxe carbone, sont des mesures qui, selon nous, seront nécessaires de prendre, et qu'à court terme, la priorité, c'est tout ce qu'on vous a exposé, et c'est ce qu'exposait Emmanuel. À court terme, la priorité, c'est de sortir d'urgence des énergies fossiles. Donc, de développer les alternatives bas carbone, de proposer, de rendre les solutions bas carbone accessibles, notamment aux ménages et aux entreprises les plus modestes. Et donc, je pense que la fiscalité carbone pourra être mise à l'ordre du jour dans un second temps, mais que la priorité de court terme, c'est de développer les énergies décarbonées et les rendre accessibles aux Français, aux ménages, aux entreprises. Un point important qui est peut-être malheureux dans la façon dont on a titré le rapport, mais si on se lance dans une transition écologique, ou même pas, si on veut sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, ça va coûter. C'est ça la valeur du carbone. Que ce soit par des normes, des réglementations, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc c'est vrai que, en effet, par rapport à votre question, comment ne pas être taclé, on va dire, par les anti-taxes qui agrègent rapidement un grand nombre de personnes d'intérêt sur le fait que ça va coûter, etc.
c'est déjà de reposer les choses comme cela. Ça va coûter quelque chose, mais en même temps, comme je l'ai montré, ça peut nous économiser beaucoup de choses aussi, parce que cette dépendance nous coûte. Et donc, il faut le redire comme ça. C'est une prise de recul un peu qui semble nécessaire. Et donc, si on veut sortir des énergies fossiles, ça veut dire que notre société donne une valeur plus grande à toutes les alternatives à l'usage de ces énergies fossiles. Et donc, nous sommes dans une économie de marché. Il faut que tous les acteurs prennent des décisions, et il y en a des millions, des décisions de ménages et d'entreprises de plutôt rester dans des énergies carbonées ou sortir de là. Il faut qu'il y ait une valeur du carbone qui émerge pour pouvoir sortir de cela. Et ce qu'on met en avant dans le rapport, c'est qu'on va rencontrer des difficultés, qu'il faut dire aussi, avec des publics plus vulnérables, mais en fait, ils sont limités, que ce soit du côté des entreprises et des ménages. Il faut arriver à les cibler. C'est un enjeu de politique publique important parce qu'on ne sait pas bien le faire complètement. Et puis, il faut compenser la hausse des coûts de production pour tout le monde. Mais en tout cas, dans l'analyse économique, on voit que c'est possible de trouver des voies de compromis, de conciliation. En tout cas, pour articuler cette valeur du carbone avec d'autres objectifs. Et donc, il faut aller dans cette voie. Voilà. Alors, la façon de le dire et comment ça peut émerger, c'est compliqué parce que forcément, le pouvoir politique est resté depuis, comme l'a dit Patrick en introduction, à la suite des Gilets jaunes. Voilà, il y a un tabou, il y a une peur de réaction forte. Voilà, mais de toute façon, si on va dans cette direction-là, on va rencontrer ces tensions. Donc, ce qu'on met en avant, c'est plutôt de dire il faut essayer de trouver des compromis. Il y a des synergies potentielles, donc ça veut dire qu'on peut trouver des bons compromis. Mais c'est un sujet politique. Il faut qu'il y ait des négociations entre l'État et les collectivités qui soient organisées, des négociations de branches pour lever aux dérogations et exonérations au renforcement des aspects réglementaires et fiscaux. Et il faut que cela soit négocié plus globalement avec les finances publiques. Donc, par rapport à ce que vous avez évoqué précédemment, il y a d'autres impôts qui sont diminués. Eh ben, il faut que ça fasse partie en fait de l'équilibre de la discussion. Les impôts de production qui baissent d'un côté, etc. Il faut reposer cela un peu plus globalement sur l'ensemble des impôts et aides publiques qui sont apportées aux différents secteurs. Donc voilà, je ne donne pas de solution, mais c'est pour dire que on a tous intérêt à ce que cette voie de discussion pour gérer ces tensions plutôt dans le cadre de tenter de trouver des compromis politiques est important. Caroline Reynard vous demande, est-ce que vous pensez qu'une loi de programmation, dont je pense qu'elle fait allusion à la future loi énergie-climat qui doit être votée avant juillet 2023, est-ce que vous pensez qu'une loi de programmation soit suffisante pour mettre en place une telle refonte du contrat social? Parce effectivement, c'est un gros sujet. Non, mais Emmanuel, j'ai un peu de répondre en creux. Enfin, si vous prenez la note d'analyse, donc le rapport en version courte, qui présente nos 4 principes et 10 propositions. La 9e proposition, je l'ai sous les yeux, je vous la relis. Organiser un débat national dans l'année suivant les élections de 2022 sur les différentes options de politique publique permettant de renforcer la valeur sociale et économique donnée aux actions pour le climat et l'indépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Donc, voilà, nous ce qu'on propose, c'est d'organiser un débat national. Est-ce que le débat parlementaire est suffisant? C'est pas à nous, ADEME, d'en juger. Un débat parlementaire est toujours utile. Voilà. On pense encore une fois, on pense qu'il y a des éléments il y a des éléments pour refonder le contrat social autour des enjeux de la transition. Ça ressort de ce travail, ça ressort d'un certain nombre d'études, d'enquêtes, de sondages que nous menons et de bien d'autres travaux qui sont menés par des chercheurs ou par d'autres institutions. Donc, nous, on pense que la transition et le ferment potentiel d'un nouveau contrat social. Un contrat social, évidemment, ne se syncrétise pas uniquement dans une loi. Nous sommes bien d'accord. Nous appelons à ce débat. C'est ce que je disais un petit peu en introduction. Depuis 10 ans, à chaque fois qu'on a voulu évacuer la dimension politique de la transition pour en faire simplement un objet technique, à chaque fois qu'on a voulu évacuer la dimension politique par la porte, elle est rentrée par la fenêtre, et parfois même en cassant la fenêtre. Donc il faut qu'il y ait ce débat
le plus large possible. Voilà ce que nous disons. Et justement, ce débat-là, on est dans une phase de concertation sur la future loi de programmation. Il y a une concertation qui s'est ouverte sur Internet. Est-ce que cette question-là, vous la voyez apparaître dans les discussions? Mais bon, je vous demande pas de répondre tout de suite parce qu'il y a déjà d'abord Julien Le Provost qui a levé la main. Mais peut-être si ça revient dans le fil de la discussion, vous pourriez répondre. Julien Le Provost. Oui, moi je voulais juste faire un petit pas de côté puisqu'on est une semaine après la COP et notamment le entre guillemets vote historique de la création du fonds pertes et dommages, et il y a pas mal d'acteurs qui mettent en avant que ce fonds pourrait être une opportunité pour créer justement des taxations, ou en tout cas remettre de la valeur sur du carbone pour financer justement les pertes et dommages sur les secteurs les secteurs habituellement pas concernés comme l'aviation ou le commerce international, le maritime. Est-ce que vous y voyez une opportunité aussi les accords climatiques internationaux dans le cadre de l'UNFCCC pour pousser à une mise en place d'une valeur au niveau international qui peut aussi en mettre le pas au niveau national en France pour mettre une valeur sur le carbone par une taxe par exemple? Emmanuel, je te laisse répondre. Juste la position historique de l'agence, ça a toujours été très sceptique vis-à-vis d'un prix unique au niveau mondial du carbone. Mais Emmanuel, je te laisse développer. Oui, simplement la façon dont on aborde la question dans le rapport, c'est que on ne peut pas attendre, parce qu'il y a eu toujours cet argument-là. Je crois que c'était Nicolas Sarkozy pour la fin de la taxe carbone de 2009, donc en 2010, après la censure du Conseil constitutionnel, parce que en fait, il ne faut pas avoir oublié. En fait, dans le rapport, on rappelle tout cet historique. On rencontre les mêmes problèmes à chaque fois. C'est impressionnant. Et donc, ce qui était dit, c'était on ne va pas relancer une fiscalité qui est injuste socialement et qui va finalement peser sur nos entreprises face à nos concurrents qui continuent de polluer sans vergogne, ou une grande phrase comme ça. Avec l'idée, on va faire ça au niveau européen. Mais ça a toujours été un exutoire. Il faut avancer au niveau européen, il faut avancer dans ces négociations internationales. Clairement, pour l'aviation, pour ces dimensions qui sont internationales, ça va se jouer à ce niveau-là. Par contre, si on veut atteindre nos objectifs franco-français de neutralité carbone, etc., on va devoir changer pour notre chauffage, notre transport domestique, nos systèmes de production. Et donc, de toute façon, on va rencontrer cette question dans notre fabrique des politiques publiques. Donc, pour moi, c'est pas une excuse de dire, voilà, il faut le traiter au niveau européen. Si on le fait pas au niveau européen, on va pas le faire en France. Et si on le fait en France, il y a un état de connaissance qui montre qu'on a des co-bénéfices à en tirer, quoi. Donc, quelque part, on va renforcer notre crédibilité au niveau international. On va mettre en place des politiques qu'on a dit qu'on voulait mettre en place dans des conditions préférables. Et ensuite, on sera plus... et ensuite, à côté, il faut continuer à faire à participer et à mener ces négociations au niveau international. Mais si vous voulez aussi le prix qui est international, il reflète dans les ajustements aux frontières, etc., un alignement en fait des prix par rapport à nos concurrents de nos prix domestiques. Donc, aligner ces prix de nos concurrents, etc., on va pouvoir le faire que si nous-mêmes, on augmente notre valeur du carbone en interne. Donc, encore une fois, cette question de regarder ce qui se passe et d'élargir le champ au niveau international ne remet pas en cause, en fait, ce qu'on va discuter au niveau national. Je pense que ça, c'est important. C'est pas un argument qui affaiblit, en fait, l'analyse. Et je voulais juste rapidement un petit point sur le niveau de politique publique dans les discussions à venir, etc. C'est vrai, ce qu'on décrit, c'est un peu une démarche générale en prenant l'axe de nos objectifs climatiques, où il faut un renforcement de la valeur du carbone. Mais c'est sûr que sortir notre dépendance aux énergies fossiles et le faire d'une manière qui concilie au mieux nos objectifs sociaux, économiques, etc., c'est un sujet de politique publique générale. Et donc, il faudra que ça diffuse, en fait, dans l'ensemble des processus de politique générale. Donc, nous, on dit qu'il faut faire un lien avec une programmation des finances publiques par rapport cohérente avec nos objectifs climatiques. Et bien sûr, en même temps, on va discuter de la protection sociale, etc. Mais il faut déjà qu'il y ait une volonté de traiter ces tensions-là, trouver des synergies, des compromis, comme étant
un axe majoritaire de la fabrique des politiques publiques pour les années à venir. Et on en est loin, en fait, de cette déclaration d'intention d'aller dans ce sens-là, je pense. Olivier Descamps, vous voulez poser Oui, une question? j'ai juste, je sais pas si j'ai bugué ou quoi, mais j'ai pas tout à fait bien compris ce que vous venez de dire sur l'ajustement aux frontières et l'alignement des prix des concurrents. Vous voulez pas nous la refaire vite fait, s'il vous plaît, parce que je sens Oui, pardon. que c'était intéressant, mais je suis pas sûr d'avoir bien compris. Je suis désolé, en plus, mon fils a une conjonctivite de dingue, alors je crois que j'ai dormi 2 heures cette nuit, et donc vous faites bien de m'interrompre. Alors, je leur fais court. L'ajustement aux frontières, si on arrive à le faire, parce qu'il faut calculer, c'est-à-dire le contenu carbone des biens produits à l'étranger qu'on importe en Europe. Mais finalement, cet ajustement aux frontières vise à mettre à l'échelle le prix du carbone auquel font face ces producteurs étrangers dont on importe les produits, avec notre valeur du carbone interne. Donc, si vous voulez, si nous, on ne fait pas croître cette valeur du carbone interne ou qu'on donne des dérogations en donnant des quotas gratuits, etc., on ne peut pas exiger de nos partenaires commerciaux qui fixent cette valeur du carbone. Donc, le mécanisme d'ajustement aux frontières, comme son nom l'indique, c'est un ajustement pour que le prix des produits et services importés soit aligné avec notre valeur du carbone interne. Donc, si nous, on détruit notre valeur du carbone interne avec des exonérations ou qu'elle ne progresse pas, on n'a aucun moyen, en fait, de demander plus de la part de nos concurrents. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, c'est ça que j'avais pressenti, mais je préfère cette explication comme ça et ça confirme ce que j'avais compris. Merci. Et donc, pardon, pour finir, c'est que tout ce qu'on fait pour maintenir une valeur du carbone chez nous va être la condition de nos négociations internationales pour avoir un prix du carbone de nos concurrents important. Oui. Sophie Cazenave? Oui, en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est on peut pas. Enfin, je me disais, du coup, c'est difficile d'intervenir sur le prix du carbone juste en interne si aussi il n'y a pas des choses qui sont faites à l'international, parce que sinon les entreprises vont toutes vous dire, mais attendez, soit on délocalise, soit on n'y arrive pas. Oui, mais alors là-dessus. On commence par quoi? On commence par l'international? Ben, c'est ça, en fait, c'est un peu le truc qui se mord la queue. L'international, c'est au long cours. Les deux, comme je vous ai dit, doivent aller ensemble. Déjà, peut-être, il ne faut pas se renvoyer la balle. On a fait que ça pendant des années. Le national pour avoir une crédibilité à l'international, puis l'international. Là, moi, j'ai peur sur le quota étendu au transport, le système européen de quotas étendu au transport et au bâtiment, que ça amène surtout à détricoter les fiscalités locales, en fait, et qu'il y ait une bataille à la surenchère de détricoter les fiscalités locales avec une concurrence entre les pays européens. Il faut avancer ensemble là-dessus, sinon ça ne va pas fonctionner. Et puis, moi, je réagissais surtout à l'argument de dire faisons rien chez nous, faisons d'abord à l'extérieur parce que ça va faire que coûter. Et comme je vous ai montré, c'est notre dépendance aux énergies fossiles qui, aujourd'hui, nous coûte beaucoup. Les 45 milliards, les 100 milliards d'importations, etc. Donc, on a intérêt nous-mêmes, et là pour la compétitivité aussi, parce que vous parlez de la compétitivité, mais si on n'avait pas ces 100 milliards d'importations, il ne faudrait pas exporter 100 milliards pour avoir l'équilibre de notre balance commerciale. Ouais. Et si on est dépendant des énergies fossiles, dès qu'il y a un choc, ça pèse sur les coûts de production des entreprises, etc. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs, même qui voient l'intérêt aussi de sortir de cette dépendance des énergies fossiles. À l'époque, moi, c'était Jean-Martin Foltz qui portait la taxe carbone, etc., pour aussi avoir une crédibilité de prix à long terme. Je crois que le patron du MEDEF l'a dit aussi récemment. Bon, il faut se méfier, mais en tout cas, il disait qu'il faut un prix du carbone visible, etc., parce qu'on est dans une situation d'incertitude pour les entreprises, de ne pas savoir sur quoi on va investir. Est-ce qu'on se lance dans la transition ou pas? Il y a des effets de billard à 4 bandes, quoi. On se reprend la boule quand elle revient. Donc, c'est important aussi pour les entreprises. Il ne faut pas rentrer dans l'opposition consommateur-entreprise d'un côté, parce que les consommateurs tirent leurs revenus des entreprises. Et puis, il ne faut pas penser aussi que du côté business, sur les coûts de production et la compétitivité, il n'y a pas un intérêt à sortir de cette dépendance aux énergies fossiles.
On a eu un pays qui était très ambitieux sur la fiscalité carbone sans attendre que ce soit favorable sur le plan international, c'est la Suède. Comment ils ont construit leur compromis politique sur ce sujet, alors que c'était pas forcément un gouvernement de gauche, et que par ailleurs, cette histoire-là, ça dure depuis pas mal d'années, donc avec des alternances plus ça survit aux alternances politiques, et ça continue à augmenter. Donc, comment, qu'est-ce que nous apprend ce pays sur la construction du compromis social dont vous parlez tout à l'heure? Alors, je l'ai un peu étudié, cela, à travers différents travaux. Alors, d'une part, ils n'ont pas du tout mis une taxe carbone comme ça, isolément, comme politique environnementale isolée de la réflexion sur la fiscalité dans son ensemble. En fait, ils étaient, à la fin des années 90, à se dire, on a un système fiscal un peu mité, avec des niches fiscales importantes, etc., et des taux marginaux d'imposition sur les revenus qui étaient très importants avec l'ouverture de l'économie. Ça pesait sur notre compétitivité, etc. Donc, ils ont voulu remettre un taux plus équitable sur tout le monde et puis diminuer les coûts de production du travail, notamment, le fait que la fiscalité portait beaucoup là-dessus. Et donc, c'était une réforme fiscale d'ensemble qu'ils ont mise en œuvre, avec aussi la dimension, parce qu'ils la voulaient poindre, environnementale dedans. Donc finalement, la taxe carbone en Suède n'est qu'un tout petit élément d'un réarrangement de la fiscalité qui emportait une adhésion, mais cette adhésion a été construite et ça a mis 2 ans. Donc ils ont discuté pendant 2 ans avec des études sur les différentes alternatives et ensuite il y a eu justement des compromis qui ont été construits. Et puis l'autre point que des intervenants à notre séminaire ont souligné pour la Suède, c'est que il y avait aussi des financements d'alternatives un peu ciblés, c'est-à-dire que sur la taxe carbone du côté du chauffage du résidentiel, où en fait on est complètement sorti du fuel là et pour aller vers la biomasse dans ces années, il y avait déjà au départ un investissement et une vraie volonté qui a duré, qui a été maintenue sur la durée, de développement de systèmes de chauffage urbain à la biomasse. Et donc il y avait une accessibilité qui allait de pair avec cette incitation. Et donc peut-être aussi avec les Gilets jaunes, c'est aussi le fait de dire il n'y a pas une bonne balance entre les alternatives disponibles, et donc il faut un renforcement des financements associés là derrière, et puis la valeur du carbone qui progresse. Donc il faut que ça aille des 2 côtés également. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Merci Emmanuel. Sur la séquentialité, quand je disais tout à l'heure que l'ADEME ne dit pas qu'il faut relancer la taxe carbone en 2023, ce que nous disons, c'est qu'il faut préparer les conditions pour que la valeur du carbone revienne croissante. Et typiquement, la priorité, c'est ce que vient de dire Emmanuel, c'est ce que je disais il y a quelques minutes, la priorité, c'est de développer les alternatives bas carbone et de les rendre accessibles aux Français, aux ménages et aux entreprises. Et ensuite, on pourra parler d'une valeur croissante du carbone. C'est exactement ce qu'avait fait la Suède il y a 20-25 ans. Et puis je crois qu'il y a une dimension, pour reprendre, parce que je regardais les questions aussi, mais il y a cette dimension, est-ce qu'une loi de programmation va suffire? Et comme Patrick l'a dit, c'est l'occasion, une loi de programmation, d'avoir un débat plus large, etc. Je crois qu'il ne faut pas nier aussi les compromis à construire avec des rapports de force aussi entre partenaires sociaux, etc. Donc le fait d'élargir un peu le champ, il faut organiser un petit peu ces négociations collectives en fait sur ces aspects-là. Qu'est-ce qui équilibre bien et comment pour les partenaires sociaux on compense suffisamment les plus vulnérables, qu'on assure le financement de la protection sociale, si on substitue à des prélèvements obligatoires sur le travail, par exemple, cette fiscalité écologique. Pour les entreprises, est-ce que ça s'insère dans un poids des impôts globalement soutenable pour eux, etc. Et puis, on l'a dit aussi, il y a des secteurs un peu clés, donc il faut les isoler. Il y a les plus vulnérables, il faut arriver à les cibler. Et du côté des secteurs clés, il faut des négociations de branches un peu spécifiques. Il faut des négociations, notamment avec les routiers, les pêcheurs qui sont très sensibles, etc. Les entreprises intensives en énergie, pour l'instant, elles sont largement un peu exonérées, etc. Mais on peut revoir les modalités
elles sont exposées à concurrence internationale. Ça peut justifier des aides un peu spécifiques et très intensives en énergie, mais ça représente que 5% de la valeur ajoutée globale. Donc, on peut isoler un petit peu ces négociations et je pense qu'il faut le faire sur la sortie aux exonérations et dérogations qui rendent sinon la mesure à la fois moins efficace mais aussi injuste. On va dire, bon, il y a plein d'exonérations pour certains et vous augmentez le prix du carbone pour d'autres. Et puis, il faut un dernier élément de ces négociations collectives, c'est avec les collectivités à qui on demande toujours plus de financer la transition, etc. Voilà, donc ça s'organise. Voilà, ça s'organise à travers des négociations collectives d'ampleur. Après, le calendrier de comment ça se mettra en œuvre, c'est aux politiques de proposer des choses également. D'autres questions? Sinon, je vais en poser deux, même peut-être trois. Est-ce qu'il y a un débat sur taxes ou réglementation? Est-ce qu'il y a, il faut, est-ce qu'on peut faire, est-ce que le signal prix, la valeur du carbone peut être déterminé uniquement par par de la réglementation et est-ce qu'on peut se passer de la taxe, ou alors ça répond à des objets différents et on a on a vraiment besoin de la taxe de toute façon. On peut pas se recourir uniquement à l'outil réglementaire. Et j'avais une question aussi politique. Est-ce que vous parliez de la nécessité d'avoir un espace pour discuter, sinon la discussion se passe dans la rue. Est-ce que cet espace, il émerge, on voit, est-ce que vous êtes tout seul à porter ces idées? Est-ce qu'il y a des think tanks qui se groupent? Est-ce que des liens qui sont avec les syndicats, avec le Pacte pour le pouvoir de vivre? Enfin, est-ce que quelque chose émerge qui ferait qu'il y a un espace qui commence à exister pour parler de ce sujet dans notre pays? Donc, une question de théorie économique et une question un peu politique. Complète si tu veux. Alors sur l'espace de débat, ce séminaire qu'on a organisé et qui est donc dont le résultat est ces deux rapports a constitué cet espace de débat. C'est-à-dire qu'il y avait des représentants d'organisations syndicales, de la société civile, d'organismes de think tank et on voyait bien que les propositions que nous avons débattues et donc que vous avez dans les rapports étaient relativement consensuelles. Donc il y a aujourd'hui il y a un espace de débat informel. Il n'y a pas forcément de lieu institué aujourd'hui dans le débat public sur ces questions-là. Mais il y a une assez forte convergence de vues de la part des chercheurs, des think tanks, des organisations qui ont travaillé sur le sujet. Si vous prenez le rapport soutenabilité de France Stratégie, porte tout à fait le même type de propositions que nous sur l'organisation du débat public, par exemple. Je disais tout à l'heure, certaines notes du Conseil d'analyse économique vont dans le même sens. Donc, y compris au sein de l'État, il y a un certain nombre d'organisations, d'institutions qui portent des vues tout à fait convergentes et qui vont dans le même sens que ce qu'on vous propose dans ce rapport. Maintenant, il n'y a pas d'espace institué aujourd'hui formel du débat public sur cette question-là, et on voit bien qu'on est en tout cas, enfin, il me semble, on est encore aujourd'hui sur ce sujet brûlant et sur ces deux arguments qu'on a voulu contrer dans ce rapport, l'argument de l'écologie punitive et l'argument du rabot fiscal, qui sont régulièrement invoqués depuis 2 ans. Et voilà, ce qu'on montre dans le rapport, ce que j'ai essayé de montrer en introduction, c'est que selon nous, ils méritent vraiment d'être dépassés, ces deux arguments. Et après, sur le débat taxe-réglementation, là aussi, Emmanuel, je te laisserai répondre. Un point simplement, dans l'exercice de prospective que l'ADEME a publié, Transition 2050, dont vous avez peut-être entendu parler, donc dans lequel l'ADEME propose 4 scénarios différents, contrastés pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, avec 4 visions de la société assez différentes et une organisation sociale et donc une organisation de la vie économique et un certain nombre de mesures très différentes en fonction des 4 scénarios. Dans chacun des 4, nous avons considéré un certain nombre de mesures ou d'objectifs de politique publique. Malgré tout, la taxe carbone est indispensable, un taux croissant de taxe carbone est indispensable aux 4 scénarios pour atteindre nos objectifs climatiques. Donc, ce que nous disons, nous aujourd'hui, dans nos évaluations, dans nos modélisations,
on ne voit pas comment atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 sans un prix croissant du carbone. Aujourd'hui, nous, ADEME, on n'a pas la solution. Emmanuel, tu veux peut-être compléter? Non, sur les arguments économiques sont très connus en fait entre prix et réglementation. Le consensus va plutôt dans le fait qu'il faut articuler les deux, mais on ne peut pas réglementer sur des millions de comportements et d'options technologiques avec en plus, il y a toujours bon, voilà, c'est de l'économie, mais une asymétrie d'information entre ceux qui font les choix et puis la puissance publique qui va aller fixer ces réglementations. Donc il y a un grand risque de fixer des mauvaises réglementations vers les solutions qui ne sont pas les moins coûteuses. Et ça va coûter plus cher du coup. Et avec des coûter plus cher, c'est-à-dire que si ça coûte plus cher pour des entreprises parce qu'elle a d'autres solutions pour réduire les émissions que celles que vous désignez sur la réglementation, eh bien, elle va répercuter des hausses de prix plus importantes et vous aurez une inflation plus importante. Pareil pour les ménages, les entreprises, etc. Avec un risque aussi qu'il y ait une inconstance en fait de ces réglementations. Par contre, clairement, les réglementations sur les véhicules, pas sur le type de véhicule, mais le niveau d'émission à la sortie des véhicules, etc., servent à coordonner les anticipations aussi sur cette sortie des énergies fossiles. Et puis l'autre argument un peu négatif pour les réglementations, c'est que sinon ça risque de coûter trop cher. C'est-à-dire si on fixe mal les réglementations, d'une part, ceux qui peuvent aller plus loin, c'est l'effet rebond en fait. Ceux qui peuvent aller plus loin n'iront pas plus loin que la réglementation. Donc, s'ils peuvent aller plus loin et que c'est moins cher que d'autres de se mettre en conformité avec la réglementation, globalement, ça va coûter plus cher. Et ceux pour qui c'est le moins cher vont s'aligner sur le prix de ceux pour qui c'est plus cher. Et donc, il y aura des rentes privées qui vont être captées. Et il n'y aura pas l'argent disponible, comme je l'ai dit, pour compenser les effets socio-économiques de la hausse des prix que cela va générer. Donc, c'est ça les grands arguments économiques qui fait qu'on ne peut pas tout gérer par la réglementation. Le le Gosplan version... si on avait l'information parfaite sur les solutions, et puis ça risque d'être trop top-down aussi, etc. Mais clairement, il faut des réglementations aussi. Donc après, c'est la bonne mesure des deux, bien le bon ciblage. Mais si on met des réglementations et que les prix des énergies fossiles restent bas, vous allez nager à contre-courant, en fait. Et du coup, le coût des subventions, notamment le fonds chaleur de l'ADEME, etc., quand il y a eu des chutes de prix, c'était le cas en 2014, je crois, du gaz, les collectivités n'investissaient pas dans les réseaux de chaleur, malgré toutes les subventions. Et ce coût des subventions coûtait encore plus cher, avec des résultats inférieurs. Donc, il faut voir vraiment cette complémentarité. Et rapidement, sur un espace qui se construit, alors je pense que ce qu'on a essayé de faire, c'est de ne pas aller trop loin vers la bonne solution. Parce que d'une part, on essaie de montrer qu'il y a une approche de construction de compromis politique, et donc la bonne solution va ressortir. Que ce n'est pas un sujet taxe versus réglementation, etc. On rencontre les mêmes problèmes, le fait de cibler les plus vulnérables, de compenser la hausse des coûts de production, de gérer la maîtrise des finances publiques, et que ces problèmes, on va les rencontrer quelle que soit la politique. Donc, on a plutôt essayé de construire un niveau diagnostique commun un peu, qui peut être un peu transpartisan, pour essayer de faire participer un bord assez large. Mais clairement, on a pris des contacts avec des gens intéressés, etc., qui ont suivi le séminaire et qui ont participé. Mais il faudrait un portage politique un peu plus important. Il faudrait que cette question soit visible et que moi, je pense, en tout cas en discutant côté entreprise, côté syndicat, les parlementaires, etc., que s'il y a les conditions qui sont garanties, qu'on va construire des vrais compromis et qui ne vont pas se faire avoir dans la démarche, donc des garanties sur la démarche, beaucoup voient l'intérêt de faire cela. Mais pour l'instant, il n'y a pas une confiance suffisante pour qu'on se lance collectivement à faire finalement un premier pas vers je suis prêt à faire un compromis. Il faut des garanties, en fait. Je crois qu'il y avait une question, j'ai dû la dissuader. Bon, écoutez, je crois qu'on va peut-être s'arrêter là, sauf s'il y a une dernière question qui est quelqu'un a un regret. Moi, j'avais plein de questions, mais on s'était donné jusqu'à 15h30. On va peut-être, sinon on y est encore pour 2 heures. On pourra peut-être organiser
une suite sur ces sujets économie de l'environnement. Je trouve ça vraiment passionnant et important. Ok, bah écoutez, Peut-être, si je peux oui, me permettre un dernier petit mot, c'est vrai que si on voulait discuter, on en avait discuté avec Antoine, de faire une présentation à destination de journalistes qu'il souhaiterait, c'est qu'on est conscient que c'est complexe, quoi. Euh, mais que justement, il y a besoin de savoir comment communiquer sur ces questions-là et puis contrer des faux arguments. Donc, de ce point de vue-là, les médias, ça sera fondamental, en fait, leur rôle dans ce sens-là. Donc, je voulais juste finir sur sur ce bâton tendu aussi. On a beaucoup d'éléments de fond ensuite sur des éléments plus précis, mais c'est un peu cette démarche-là qu'on voulait vous présenter. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, à nous contacter après le webinaire. Si je puis me permettre, je pense qu'il y a un enjeu pour vous à communiquer aussi auprès des journalistes plus financiers, etc. Parce que je ne vais pas dire du tout que vous prêchez des convaincus, mais enfin, un petit peu quand même. Et je vois dans nos rédactions, dès qu'on échange avec des journalistes qui sont vraiment spécialisés dans les questions financières, ils vont nous expliquer qu'affecter les taxes, c'est pas possible, puis reprendre un certain nombre d'arguments que vous avez un petit peu dénoncés ici. Mais donc, voilà, c'était mon conseil communication du jour. Non, mais on est tout à fait d'accord. On est d'accord et on en est conscient. L'association des journalistes économiques et financiers était invitée d'ailleurs. Hein. Voilà, Oui, tout à fait d'accord avec vous. Je pense que moi, je pense que ces enjeux-là devraient paraître clairement dans les pages économie du Figaro, parce qu'on parle de cette dépendance des énergies fossiles. Là, on parle surtout d'effets économiques un peu généraux, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une segmentation encore trop importante, en fait, entre lorsqu'on parle d'environnement et ces autres questions économiques. Mais c'est vrai, c'est un enjeu important. Merci. Voilà, c'est un grand merci. Merci à vous, merci de l'invitation.